C'était dur. J'ai commencé à voir ma vie défiler, en fait. Tout défilait devant moi. J'ai dit, je te laisse partir en paix. Sache que je serai toujours disponible pour les enfants. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Tout le monde est tombé, en fait. C'est là-bas même, les gens ont commencé à pleurer en même temps. Chaque fois, je regardais ces photos. Quand je rentre dans la chambre, je sentais son odeur. C'était dur. Il y a des gens même qui te disent, mais il faut faire sacrifice de ça, et sinon celui que tu vas marier encore là, lui aussi, il va mourir. Je suis Zia Bibata à l'état civil et Bombis. On m'appelle Bombis. Bon, on vous a connu principalement avec vos vidéos sur TikTok, aussi votre passage à la télévision ivoirienne qui nous a beaucoup émus, pour des raisons qu'on a pu expliquer en off. Bombis, comment ça se passe la jeunesse? C'est-à-dire, Bombis est une enfant joyeuse, est une enfant un peu bandite, comme on dit. Quels sont les souvenirs un peu d'enfance que vous avez? Bombis est une enfant joyeuse, on va dire. J'ai grandi avec ma famille. Vu que je viens d'une famille nombreuse, on va dire, parce que nous, on a grandi avec la maman, notre papa, notre grand-mère et aussi les tantes. Donc, on était bien entourés, moi et mes frères. Voilà. D'accord. Donc, c'est en quelque sorte ça. J'étais bien entourée. Et c'était à Abidjan? Oui, ici à Abidjan, à Treichville. Treichville, d'accord. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, Treichville, vous avez grandi à Treichville. Est-ce que vous y êtes toujours aujourd'hui? Oui, j'ai grandi à Treichville, mais après mon mariage, je vais dire mon premier mariage, je suis partie. D'accord. Comment s'appelait votre premier mari? Mon premier mari s'appelait Diarasuba. Diarasuba. Diarasuba Moumouni. Diarasuba Moumouni. Voilà. Mais alors, Diarasuba, on veut connaître l'histoire. Comment est-ce que Diarasuba, vous le rencontrez? Comment est-ce que vous vous retrouvez? Quelle est votre histoire commune? J'ai connu Diarasuba quand je gérais un cybercafé, en fait. D'accord. Voilà, j'étais gérante d'un cybercafé à Treichville. Et comme vous savez, à l'époque, il y avait les sites Yahoo, Hotmail, tout ça. Je m'étais inscrite sur un site de rencontre, voilà, dans la jeunesse. Et puis voilà, j'ai croisé Diarasuba sur un site de rencontre Yahoo. On a commencé à sympathiser, on a commencé à se parler. Et puis bon, un jour, il a décidé de venir me voir. Voilà. Et on ne s'est plus quitté. Et ça a abouti au mariage. Et ça, c'était en quelle année? Je ne me rappelle plus de l'année, il y a longtemps. Parce que MSN, je pense que c'est début des années 2000. Hein. Oui, je pense. Parce que mon premier fils est né en 2006. Donc, c'est avant 2006, en fait, que j'ai croisé Diarasuba sur le site Yahoo. Et lorsque vous vous croisez, comment ça se passe? Vous vous rencontrez une fois, deux fois? Comment ça se passe, le cheminement jusqu'au mariage, exactement? En fait, après notre rencontre, on a commencé à se fréquenter, en fait. Voilà. Et jusqu'à ce qu'un jour, il me présente à sa famille. Et puis, bon, voilà, c'est parti de là, en fait. Et on ne s'est plus quitté. Voilà, jusqu'au mariage, en fait. D'accord. Et donc, au mariage, c'est là où vous quittez Treichville? Voilà, après le mariage, vu qu'il était à la Riviera, je quitte Treichville, je viens à la Riviera 2, au Chevaux. Voilà. J'ai eu mon premier enfant, Abdoul. Et nous sommes quittés ici, à la Riviera, à
quand je suis tombée enceinte de mon second enfant, voilà, vu que là où on habitait était un peu, ça correspondait plus en fait à notre vie. Voilà, vu que la famille s'agrandissait. Voilà, on a décidé comme ça de déménager sur Abobo-Bablé, Belleville. D'accord. Donc là, vous décidez de déménager, la vie de couple, tout va bien, un jeune couple avec 2 enfants, un deuxième qui vient, tout se passe dans le meilleur des mondes. À quel moment est-ce que ça devient un peu plus compliqué, justement à ce niveau-là? On va pas dire que c'était devenu compliqué parce que Djarasuba, quand moi je l'ai connu, il était sergent. Voilà. Comme on le sait, quand on rentre à la police pour monter le grade, il faut rester à l'école de police pendant un moment. Voilà, c'est peut-être pendant ce temps-là que ça a été un peu dur, mais pas compliqué, on va dire, parce qu'il avait toujours ces petits moments où il venait à la maison, il était avec la famille, donc tout allait bien en fait. Voilà, jusqu'à ce que les affectations sortent et il allait à San Pedro. Voilà. Et quand il allait à San Pedro, c'est là, je vais dire que ça a été un peu compliqué. Voilà, vu qu'il y avait la distance, il se retrouvait avec 2 enfants à la maison. Donc, c'était pas facile, en fait, de gérer tout ça. Voilà. Et puis après, il y a eu la crise. Voilà, tout ça. Donc, c'était compliqué pendant ce temps-là. Voilà. C'était ça. D'accord, ok. Donc là, pendant quelques années, il est à San Pedro, il revient souvent à Abidjan pour voir sa femme et Moi aussi, je me Voilà, déplace de temps en temps quand je peux. San Pedro, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc voilà, cette vie-là à distance, faite de déplacement. Et justement, la crise, c'est à ce moment-là que commencent les premiers problèmes de santé, c'est bien ça? Je vais dire que c'est après la crise. Voilà, c'est après la crise qu'il a commencé à tomber malade, en fait. Donc il y a la crise post-électorale. Juste après la crise post-électorale, il commence un peu à tomber malade. Voilà, vers 2010, en fait. Il avait ces petites maladies, mais ce n'était pas des maladies, disons, qu'il faisait, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'était pas couché, en fait, dans la maladie. Voilà, il était juste de temps en temps souffrant, comme tout le monde, en fait. Voilà, ce n'était pas une maladie grave. Voilà. C'est après tout ça, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos souvenirs de ces moments-là, depuis le démarrage de la courte maladie jusqu'au jour, au jour fatidique où malheureusement Djarasuba nous quitte? Est-ce que vous vous souvenez encore un peu de... C'est dur. C'est dur parce que quand la réaffectation est sortie, en fait, avant même la réaffectation sur Abidjan, on avait nos programmes, on avait nos projets, on va dire. On avait nos projets, on avait dit beaucoup de choses, en fait. Voilà, il y avait beaucoup de choses qu'on avait préparées. Donc, ça a été très, très dur pour moi parce que c'est juste après la réaffectation que... D'accord. Et alors, comment ça se manifeste? Quel est le déroulé des événements, justement, en 2012? En fait, quand la réaffectation est sortie, avant le week-end, en fait, c'était avant le week-end que la réaffectation ne sorte. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, ah, voilà, j'ai été réaffectée sur Abidjan. J'étais toute heureuse. Je criais de joie, j'étais heureuse. J'ai pris mes enfants dans mes bras. Je disais aux enfants, papa va venir à la maison. Donc, c'était émouvant, en fait. C'est du bonheur. Voilà. Et quand il est venu, c'est-à-dire quand il est venu le vendredi, c'est-à-dire pendant le week-end. Et le samedi, il est tombé malade. Voilà, c'est pas comme s'il avait une maladie. Quand il est arrivé, le lendemain juste qu'il est tombé malade.
Et ce n'était pas comme s'il était malade aussi. Il a fait une crise, en fait. Voilà, il était dans le divan. Et puis, il a commencé à chauffer. Vu que moi-même, je ne savais pas, il a demandé à manger un truc que je faisais à la cuisine. Quand j'ai fini de faire, et puis je suis venue, j'ai vu qu'il n'était pas comme d'habitude. Voilà, il était couché et puis il s'était évanoui en fait. Il n'était pas conscient. Voilà. Et je lui ai dit que j'ai fini de faire à manger. Voilà, il ne me répondait pas. J'ai trouvé bizarre. Je me suis dit qu'il est en train de faire des trucs comme souvent il fait des trucs, genre, pour me faire des blagues. Voilà, j'ai pensé à une blague en fait. Et j'ai essayé de le toucher. J'ai vu qu'il avait le corps très chaud. Et c'est après ça, j'ai couru vers la terrasse, j'ai pris une serviette, j'ai mouillé. Et puis, je suis venue le mettre sur le corps. On va dire un tout petit peu. Voilà. C'est dur. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais et quand je suis venue mettre la serviette sur lui, il y avait ma servante qui était là. J'ai crié, j'ai dit, va appeler son frère. Il avait son frère qui n'était pas loin, son ami en fait, mes frères. Voilà, je lui ai dit, va l'appeler. Voilà, le temps qu'il n'arrive, tout ça, voilà, il est venu, ils l'ont soulevé, on l'a mis dans un véhicule et puis on l'a mené un peu, on a tourné un peu dans les hôpitaux. Voilà, c'est après ça maintenant, on s'est retrouvé à la Pisam, vu qu'il n'arrivait pas à respirer bien pendant qu'on était dans le véhicule. Voilà, quand on arrivé à la Pisam, ils l'ont pris en charge, ils lui ont mis de l'oxygène et ça allait. C'était samedi nuit. Il n'était même pas encore minuit. Voilà. Et quand ils l'ont mis sous oxygène, tout allait bien. Quand il s'est réveillé, pendant quelques heures en fait, aux environs de 2 heures, 3 heures, il s'est réveillé. Voilà. Il s'est réveillé et nous, on nous a demandé de partir à la maison. Voilà. Le lendemain matin, quand je suis venue, j'ai vu qu'il était réveillé. Il était assis comme ça dans le lit. Il n'avait plus l'oxygène dans le nez, tout ça. Il a dit, hey, mais tu m'as fait peur. Et puis, il a commencé à rire. Il riait, comme si tout allait bien, en fait. Puis, on a causé, tout ça. Je suis restée avec lui toute la journée. Après, dans la soirée, on m'a demandé de rentrer à la maison. Voilà. Et je suis rentrée à la maison. Ça, c'était le dimanche. La nuit du dimanche à lundi. Maintenant que je suis venue à l'hôpital à lundi, et le lundi, là, tout ça allait bien. On devait nous libérer même. Voilà, on devait nous libérer parce qu'on a fait samedi nuit, dimanche, lundi. Voilà, on devait nous libérer le lundi, l'après-midi. Et après, il a commencé, on m'a donné les papiers de me rendre à l'assurance pour signer en fait sa sortie, pour dire qu'on était à la Pisam, tout ça. Pendant que j'étais à l'assurance, ils m'ont appelé pour me dire que non, que ça ne va pas. Ouais. Donc là, vous recevez l'appel que ça ne va pas, que l'état s'est un peu aggravé. Que ça va, voilà, que ça ne va pas, que de revenir à l'hôpital. Et je suis revenue à l'hôpital. Je me disais que ça allait passer en fait, vu que je ne m'attendais pas, lui non plus. On n'a pas vu venir en fait. Voilà, il est venu, je suis venue le lundi, on a fait lundi, mardi. Mercredi encore, on devait nous libérer là. Il est décédé, c'est-à-dire on devait nous libérer jeudi même en fait, jeudi matin. Voilà. Et il est décédé pendant la nuit de lundi, c'est-à-dire mercredi à jeudi. J'étais là. Je voulais rentrer à la maison, en fait.
C'est toujours dur pour moi d'expliquer la partie là parce que j'ai encore la douleur en fait qui ne me quitte pas. J'étais là, il avait froid. Il m'a dit d'éteindre le climatiseur. On était là, on causait. Ce jour-là, il voulait rentrer à la maison. Il m'a dit non, il ne faut pas rentrer, reste avec moi. Et je suis restée. On était là, on regardait la télé. Pendant un moment, j'ai commencé à somnoler en fait. Je dormais. Lui aussi. Et après, j'entends sa voix qui me dit « Abi, Abi, éteins le climatiseur. » Je me suis levée, j'ai tourné le dos, vu que la clim est juste à l'entrée à l'entrée de l'hôpital, de la salle en fait de l'hôpital. Je me suis levée, j'ai éteint le climatiseur. Le temps de tourner ma tête, j'ai vu qu'il avait la tête baissée. Moi, vu que je ne maîtrisais rien, j'étais jeune, on m'a dit que quand on décède, on regarde par le haut, on ne regarde pas en bas. Je me suis dit qu'il s'est évanoui. Donc, j'ai appuyé, il y a un bouton qui était là, j'ai appuyé, et puis j'ai commencé à crier. Les médecins sont venus, ils m'ont fait sortir. Et ils m'ont fait rentrer dans une salle, ils m'ont annoncé qu'il était parti. Je n'étais pas d'accord. J'ai couru, je suis revenue dans la salle, j'ai vu qu'ils avaient mis un truc sur lui, un torchon, voilà, une serviette blanche. Je ne réalisais pas parce qu'on était là, d'un instant à un autre, tout a basculé en fait. C'était dur. J'ai commencé à voir ma vie défiler en fait, tout défilait devant moi. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? On venait de faire nos projets, de mariage civil même, tout ça. On avait déjà déposé les papiers à la sûreté. Je pensais à tout ce qu'on avait comme projet. Je pensais à lui. Je disais non, c'est pas possible. Je suis allée m'asseoir à côté, vu qu'ils avaient mis une serviette blanche. J'ai retiré la serviette. Et puis, je me suis assise. Ils m'ont laissé le temps de lui parler, en fait. Pendant un moment, j'ai gardé la foi. Parce que même pendant qu'on était à l'hôpital, je lui tenais souvent la main et puis je lui récitais quelques sourates. Et il aimait ça. Je lui caressais souvent la tête. Souvent, ça lui permettait même de s'endormir. Quand j'ai retiré la serviette, je l'ai regardé. Puis j'ai dit, je te laisse partir en paix. Sache que je serai toujours disponible pour les enfants. Je ne vais pas lâcher tes enfants, Inch'Allah. Parce que pendant ce temps-là, j'ai gardé la foi. Et moi-même, j'ai pris la serviette, je lui ai couvert la tête avec. Je suis sortie de la salle. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé son grand frère. Après ça, j'ai appelé quelques membres de la famille, en fait. Son neveu, merci. Et puis bon, quelques minutes après, ils sont venus. Voilà. Et après ça, on s'est rendu à la maison. Vu que c'était ça même qui était difficile, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? C'est vrai que les enfants étaient encore bébés, mais ils étaient attachés à leur papa, surtout le plus grand. Parce que lui, au moins, il connaissait son papa, mais le plus petit, il était très, très petit quand son papa partait.
Donc, je ne savais pas quoi lui dire. Ouais. C'est quand on est arrivé à la maison, vu que j'étais restée calme, j'avais arrêté, je pleurais plus. On est arrivé à la maison, il y a mon fils qui était dans sa chambre avec son petit frère. Quand on est arrivé, on a allumé, c'est-à-dire qu'on a ouvert même la porte déjà, il était assis. Il ne dormait pas. Puisqu'il dormait toujours avec la servante, et puis les nounous, et puis son petit frère. Je l'ai vu assis là. Je suis rentrée avec ma petite soeur, quelques membres de la famille. Il était assis, il ne dormait pas. Il avait une petite... Parce que notre quartier, là, souvent, il y avait des coupures de courant. Donc, il gardait toujours une petite torche dans la chambre. Il avait sa petite torche là qu'il allumait. Il n'y avait pas de coupure de courant, mais il allumait la petite torche. Et puis, il était assis là. Et quand on est rentré, je lui dis, Abdoul, mais pourquoi tu allumes la torche alors qu'il y a courant? Il me dit, maman, c'est papa qui est venu me dire au revoir. Là, tout le monde est tombé en fait. C'est là-bas même les gens ont commencé à pleurer en même temps. Tout le monde pleurait. Parce que l'enfant là venait de dire qu'il a vu son papa est venu lui dire qu'il s'en va pour toujours. Donc du coup, même à chaque fois, après quand je me mettais à pleurer, les enfants venaient s'arrêter à côté de moi. Maman, arrête de pleurer, papa est parti au paradis, tu pleures pourquoi? Quand les gens viennent, ils crient, ils rentrent dans la cour, les enfants parlaient, arrêtez de pleurer, de faire pleurer notre maman, notre papa est au paradis. En fait, c'est ces souvenirs-là que je garde. Voilà, ces instants qui ont été douloureux, mais que j'ai essayé de garder en moi, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'était ça. Et après tout ça, après les funérailles, tout ça, je suis restée à la maison, mais je me sentais plus, en fait, dans la maison. Je sentais un grand vide. C'était dur. Chaque fois, je regardais ces photos. Quand je rentre dans la chambre, je sentais son odeur. C'était dur. C'était dur. Donc, j'ai décidé de rentrer en famille. Voilà. Quand je suis rentrée en famille, c'était pas facile en fait, parce que se retrouver encore en famille avec les enfants, voilà, c'était dur. Et j'ai décidé de me trouver un local. Et c'est comme ça que j'ai eu un local et j'ai déménagé avec les enfants. Voilà. Je suis restée là-bas pendant quelques années. Pendant que je me débrouillais, je faisais mon commerce. Voilà. Ma maman qui était au Ghana, vu que mon papa vivait au Ghana. Voilà. Mon papa, il faisait ses activités, il s'est retrouvé là-bas parce que ça n'allait pas, donc il a voulu rester au Ghana pour se débrouiller. Donc c'est comme ça que ma maman l'a rejoint en fait. Voilà. On était là et puis voilà, la vie aussi est décédée quelques années après. Voilà. Du coup, c'est un élément sur lequel je voulais qu'on revienne, c'est au fait, on a le père qui était sergent, donc qui ramenait, on va dire, le pain sur la table et qui part. Comment est-ce que à ce moment-là, vous arrivez en fait du coup à
à pouvoir amener du pain sur la table. Comment est-ce que tu t'en sors à ce niveau-là aussi, au niveau financier, pour assurer la scolarité et la nourriture des enfants? En fait, avant même son décès, j'avais mon petit magasin, en fait. Mm. Voilà. Et lui-même, il m'aidait même souvent, il me donnait de l'argent, il me disait, tiens, il me donnait en fait de l'argent afin que je puisse mettre un peu de marchandises à chaque fois dans le magasin. Voilà. Donc, ce qui a fait que après son décès, j'ai pu, voilà, j'ai pu faire ce que je pouvais faire pour que je ne puisse manquer de rien et les enfants aussi. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'était. Et puis bon, jusqu'à ce que la famille prenne le relais. Voilà. Il y a la famille de mon mari, voilà, qui a pris le relais, ils ont pris l'engagement de payer ce qu'ils peuvent pour les enfants. Et puis, moi-même, j'ai mon ami, ma camarade aussi, ce côté-là qui me soutient. Voilà, qui me soutient beaucoup aussi. Voilà. Et l'attente de mes enfants, tout ça. Voilà, Ok, c'est ouais. comme ça, j'ai commencé à ne pas trop sentir en fait le départ par rapport comme on dit, Financier. voilà. C'est comme ça, D'accord. voilà. Donc, voilà, on parle du support système, donc beaucoup de gens autour qui vous aident. Mais la vie après ça, comment ça se passe, les années qui suivent? Comment est-ce que se passe la vie? Comment les enfants grandissent? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, je vais peut-être penser à me marier, je suis jeune, je suis encore une très belle femme. Quel est un peu ton état d'esprit sur ce volet-là? Est-ce que tu te dis, je vais chercher quelqu'un quand même pour donner peut-être un père aux enfants, un nouveau père? Je n'ai pas pensé à ça en fait. Je n'ai pas pensé à refaire ma vie avec quelqu'un. Voilà, c'est juste venu à moi comme ça. Parce que moi, en fait, après le décès de mon mari, j'ai essayé j'ai décidé de rester tranquille, juste mes enfants et moi. Voilà. Donc, j'étais dans mes prières, mes enfants, moi. Voilà. Et aussi, comme la vieille aussi n'était pas décédée, et la vieille vivait encore quand mon mari est décédé. Donc, du coup, de temps en temps, voilà, je pensais aussi à la famille aussi, parce que moi aussi, je suis en fait le premier enfant de mon papa. Donc, du coup, ce côté-là aussi, souvent, il fallait que j'aide aussi, moi aussi, j'aide un peu la vieille voilà, à certaines dépenses. Voilà. Donc, je ne pensais pas en fait à refaire ma vie avec quelqu'un. C'est venu comme ça. Pendant des années, je suis restée comme ça, sans personne dans ma vie. C'est pas comme s'il n'y avait pas quelqu'un qui me draguait, tout ça, mais ça ne m'intéressait pas. À chaque fois, je disais aux gens comme ça, à ces gens-là, que non, je ne veux pas, je veux continuer ma vie. Il y a des gens qui insistaient même, mais je suis restée comme ça. Voilà. Avant le décès de la vieille même, il y a quelqu'un qui s'était présenté même, qui voulait me marier et que je ne voulais pas. Mais la vieille a voulu forcément que je me marie à cette personne-là. Et Dieu merci, cette personne-là même est venue me dire après, non, que voilà, que ça va, que il veut qu'on arrête. Et moi-même, ça m'avait libérée. Parce que c'est quelqu'un même que je ne voulais pas. Mais c'est la vieille qui insistait un peu parce qu'il venait de perdre mon mari. Elle me dit comme ça que non, je ne peux pas rester seule comme ça. Il faut que j'accepte quelqu'un dans ma vie. Voilà. Et tout ça là, c'est des vécus en fait que j'ai vécu. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand j'ai déménagé, je suis rentrée, j'ai eu chez moi la maison, tout ça. Je suis restée avec les enfants. Je vaguais à mes occupations. Et puis, j'étais avec mes enfants.
Jusqu'à ce qu'un jour, il ait un mariage dans le quartier où le père de ma fille était venu assister au mariage. Vu que le mariage était juste en face de mon magasin, il m'a remarqué. Voilà. C'est comme ça qu'il est venu m'aborder. Voilà. Quand il m'a abordé ce jour-là même, en fait, j'étais pas... Il venait de couper mon jeûne. Voilà. Parce que chaque jeudi, je jeûnais. Voilà. Mais il a insisté. À chaque fois, il vient... Pendant qu'on cause, en fait, il vient me causer, il fait des causeries. En fait, il donnait beaucoup de... Comment on dit ça? Il taquinait beaucoup mes enfants, il jouait beaucoup avec mes enfants. Et quand j'ai vu ça, il a dit, mais attends, le monsieur là, il aime bien mes enfants, pourquoi ne pas accepter ses avances? Voilà, c'est parti de là. Voilà. Donc, là, tu trouves comment il s'appelle? Lui, il s'appelait Cissé. Cissé. Donc là, tu rencontres Cissé, un homme charmant qui aime tes enfants, qui t'aime aussi. Et en fait, des choses naturellement se mettent en place sans nous. Comment ça se passe exactement? C'est qu'à un moment, il a une action d'aller peut-être vers ta famille. Comment est-ce qu'il officialise un peu la chose concrètement? La rencontre avec Cissé, comme je viens de le dire, ça s'est passé lors d'un mariage. Voilà. Et vu qu'il venait souvent me causer, il jouait avec les enfants, mes deux garçons qu'il aimait bien. Voilà, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ne pas essayer quelque chose avec ce monsieur qui aime bien mes enfants? Donc, c'est comme ça, c'est parti. Voilà, à chaque fois, quand il quitte au boulot, dans son magasin, il vient chez moi aussi. Voilà, on cause dans les causeries. Voilà, c'est parti en fait. Voilà, c'est parti de là. Et puis, bon, voilà, il s'est passé ce qui devait se passer. Voilà, Dieu a voulu que, voilà, que on soit ensemble, je vais dire, parce que quand il est venu vers moi, il m'a dit qu'il veut m'épouser, qu'il veut faire de moi sa deuxième femme, vu qu'il était déjà marié. Et moi, j'ai accepté ça parce qu'en islam, c'est permis. Voilà. Mais Dieu en a voulu autrement, en fait. Lui aussi, on est restés ensemble pendant 4 ans, 5 ans. Voilà, et puis il est décédé. Après la naissance de notre fille, 3 mois après la naissance de notre fille, il est décédé. Alors, comment est-ce que ça se passe là? Je comprends que tu rencontres Cissé, qui est un homme charmant, tout se passe bien, la vie est belle pendant 4 ans encore, qui réussit quand même à te faire oublier l'expérience passée. Et là, encore une fois, l'histoire se répète. Comment est-ce que ça se passe, cette histoire qui se répète là? Ça a été très, très, très dur. Même quand il est tombé malade, j'ai commencé à imaginer en fait ma vie c'est-à-dire l'instant où j'avais perdu le père de mes garçons. Voilà, quand il est tombé, quand ils m'ont dit qu'il est malade, quand je suis allée à l'hôpital, quand je l'ai vu coucher, j'arrivais pas en fait à gérer. Je pleurais tout le temps. Les gens me demandaient même d'arrêter de pleurer. Je disais non, en fait, c'est pas de ma faute. De la manière je vois le monsieur là est couché là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que quelque chose peut se passer là. Donc, ça a été très, très, très dur en fait. Voilà. Donc, c'est un traumatisme qui se réveille, quoi. Oui. Et même après son décès, tout ça, c'était passé. Même, j'étais dans un magasin. Voilà. Qui dit magasin dit crédit. Voilà. Donc, j'étais endettée pendant son décès, j'étais endettée. Non seulement j'étais endettée, j'avais des soucis de loyer, j'avais des problèmes. Mon papa était à la maison parce que mon papa est venu chez moi. Voilà, mon papa vit avec moi pendant que... Voilà, avant le décès du père de ma fille, mon papa est venu.
Voilà, jusqu'à aujourd'hui, il est encore avec moi. Il fallait gérer tout ça et c'était dur. C'était très, très, très pénible. Ouais, jongler entre le père qui est d'un âge assez élevé, Qui est malade à la qui est maison. malade à la maison. Je viens de perdre mon conjoint sur qui je pouvais mettre mon épaule en fait sur beaucoup de choses. Et aussi, c'était dur en fait. Avec les dettes, tout ça, c'était pénible. Et donc, Cissé va décéder. Cissé va malheureusement nous quitter également suite à cette courte maladie-là. Comment tu gères par rapport à sa famille aussi? Comment est-ce que le deuil se passe? Est-ce que tu réussis quand même à avoir des gens autour de toi? Mais ton deuil, comment est-ce que tu arrives à le gérer à ce moment-là? Ce traumatisme-là qui se réveille encore une fois, comment est-ce que tu réussis à traverser ça? Bon, j'ai réussi à gérer par rapport aux enfants en fait. Parce qu'il fallait que je sois là pour les enfants. J'ai fait plusieurs dépressions, j'ai pensé même au suicide. Parce que j'étais, comme je l'ai dit, j'étais endettée jusqu'au cou. Il y a mon papa qui était malade, qui était là. Je dois gérer les enfants. Sa fille qui venait d'avoir 1 an, 3 mois. Tout ça. Il fallait gérer tout ça et c'était pénible en fait. Voilà. Et avec le temps, le soutien moral, même si ce n'est pas financier, parce que quand j'ai perdu Cissé, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Voilà. Donc, il me fallait beaucoup, beaucoup de soutien moral. Mais Dieu merci, il y avait ma famille. Quand je dis ma famille, il y avait ma petite soeur qui était là. Il y avait mes tantes, voilà, qui étaient là, qui m'ont apporté un peu les soutiens moraux en fait. Et puis mon papa aussi. Voilà, vu qu'il est âgé, voilà, il m'a apporté ses soutiens, ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Voilà. Alors là, il y a aussi un élément. Là, je vois que tu as un chapelet électronique Oui. à ta bague pour compter les prières. Mais lorsque on est autant dans la religion et qu'on subit à 2 fois ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Quelle prière on adresse à Dieu face à ça? Est-ce qu'on dit, mais Dieu, je m'as peut-être abandonné? Comment est-ce qu'on prie Dieu à ce moment-là, concrètement? Vous savez, un être humain reste un être humain. Voilà. Il arrive parfois où tu te perds, en fait. Quand je dis tu te perds, c'est Dieu qui c'est-à-dire, c'est Dieu qui t'éprouve. Voilà, c'est lui qui te met à l'épreuve. Et il y a des épreuves qui sont tellement dures que souvent on a du mal à comprendre. Où on se dit que, mais pourquoi? On se pose la question, mais pourquoi toujours moi? Voilà. Mais avec la foi, avec tout ce que Dieu même a fait subir à certaines personnes avant toi, tu te dis que, si ceux-là ont pu subir ça, et puis Dieu les a fait grâce, c'est que moi aussi, Dieu sait pourquoi je dois subir ça. Voilà. Donc, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Voilà. Et alors, il y a aussi un élément qui est très important, qui va concerner en fait notre société africaine, qui a malheureusement beaucoup de travers. Et l'un de ces travers-là, c'est la tendance en fait à porter à chaque fois un regard de jugement en fait, sur des personnes qui ont eu des événements assez particuliers. Est-ce que toi, tu as eu à rencontrer aussi des gens comme ça, qui du fait que tu avais perdu ton mari, en fait, te portait un regard spécial, un regard
méchants ou qui avaient des comportements par moments déplacés envers toi? Bien sûr, c'est arrivé plusieurs fois. Même certaines personnes même te le disent, même sans état d'âme. Il y a des gens qui même viennent te dire, mais attends, tout ce qui t'arrive là, pourquoi tu ne vas pas te laver dans tel coin ou dans tel coin? Il y a des gens même qui te disent, mais il faut faire sacrifice de ça, et sinon celui que tu vas marier encore là, lui aussi, il va mourir. Des propos comme ça. Il y a des gens même qui te traitent de poisseuse. Il y a des gens qui te traitent de... En fait, c'est ça en fait. Il faut avoir le moral pour aller de l'avant en fait. Parce que si tu n'as pas le moral, tu risques de sombrer dans la dépression en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que Cissé nous a quittés? 3 ans, le 2 juin. 2 juin. 3 ans. Et aujourd'hui, alors, Bambis aujourd'hui, avec 3 enfants, le premier, je pense qu'il a 20 ans à peu près. Non, 18 ans, 18 ans. bientôt 19 ans. Bientôt 19 ans. Voilà, aujourd'hui, quelle est la vie de Bambis? Comment est-ce que Bambis, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour tenir ses charges? Comment est-ce qu'en fait elle a réorganisé sa vie aujourd'hui, après cette épreuve? Après toutes ces épreuves-là, moi, je suis quelqu'un de joyeuse en fait. Souvent, je suis peut-être souvent même dépressive, mais je ne montre pas. Voilà. Souvent aussi, c'est dur, mais je ne montre pas. J'aime pas montrer mes émotions. Mais quand mes émotions sortent d'eux-mêmes, là, c'est que en fait, je fais pas exprès, en fait. Voilà. J'aime montrer le côté positif de la vie. J'aime montrer que, voilà, même malgré les situations soient difficiles, il faut croire. Il faut aller de l'avant et il faut pas se laisser abattre. Ouais. Voilà. Donc, du coup, depuis le décès de Cissé, c'est comme ça que j'avance en fait. Je me débrouille dans mon magasin. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai le soutien de quelques membres de ma famille. C'est-à-dire, quand je dis de ma famille, de la famille de mes enfants, j'ai le soutien de ma camarade aussi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, c'est des soutiens, mais ça ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, j'essaie de me battre au quotidien pour pouvoir voilà, combler tous ces vides-là. Alors, vous avez parlé de bonne humeur, de joie dans votre magasin. On va mettre des passages de vos vidéos justement où vous communiquez cette joie de vivre. Aujourd'hui, donc, vous tenez ce magasin, vous avez beaucoup d'articles. Donc, vous faites la publication, la publicité effectivement sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce magasin, sur cette activité, et comment est-ce qu'on peut vous trouver concrètement? Pour me trouver, ce n'est pas difficile du tout. Je suis à l'avenue 26, rue 38, juste à côté de la clinique La Rosette. C'est à Tréjus, c'est ça? Oui, à Tréjus. Et aussi, en fait, malgré que la vie soit difficile, il y a des gens en fait qui te font confiance, qui te confient en fait leurs marchandises. Voilà, vu que il faut en toute chose, c'est pourquoi on dit en toute chose, il faut être honnête. Voilà, quand tu es honnête dans ton travail, quand tu prends ton travail au sérieux, quand tu aimes ton travail, là, il y a toujours des gens qui vont te proposer des petits trucs comme ça à vendre, afin que tu puisses gagner aussi ton petit pain. Voilà, et c'est ce que je fais. C'est pourquoi quand je dis que je vends du bazar, là, il y a des gens que peut-être je peux être là comme ça, voilà, qui suivent souvent même mes vidéos, et puis, bon, ils viennent me proposer comme ça, bon, est-ce que tu peux vendre ça là pour moi? Voilà, donc souvent j'accepte avec plaisir, et puis bon, Dieu fait grâce. Et aujourd'hui, Bambis, quelles sont l'ambition, les objectifs? Où est-ce que tu te vois
5-10 ans? Est-ce que tu veux, par exemple, un magasin plus grand? Tu veux peut-être... quelles sont tes ambitions, en fait, à ce niveau-là? Je suis ambitieuse. Je suis une femme ambitieuse, comme je l'ai dit là. C'est pourquoi je ne me laisse pas abattre par toutes ces difficultés de vie, de souffrance que je vis. Je ne me laisse pas abattre par les mauvaises, comment on dit ça? Mauvaise onde. Voilà, par certaines trucs. J'essaie d'avancer et de rester forte, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, du coup, je suis ambitieuse, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de plus. Je veux avoir... Ça, c'est un petit conteneur. Je veux être propriétaire de supermarchés comme les places. Pourquoi pas? C'est des êtres humains qui ont ces magasins-là. Pourquoi pas moi? Voilà, donc j'ai de l'ambition. J'ai pris Dieu, enfin, qui met la baraka dans ce que je suis en train de faire pour que demain, là, même si c'est pas comme place, comme j'ai dit, même si c'est un truc là, que ça me rapporte en fait. Voilà. 2 dernières questions. C'est aujourd'hui, Bambis, moi je te vois, tu es devant moi. Alors, tu es une grande sœur, effectivement, mais tu es toujours une très belle femme. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, potentiellement, tu te projettes encore sur en fait, un amour qui viendrait parce que tu as des qualités pour, tu es battante. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, tu te projettes encore sur un amour qui te comblerait, qui te permettrait en fait de passer de meilleures journées, de meilleures nuits? Comme vous-même, vous l'avez dit que j'ai un chapelet dans la main, que je zig beaucoup. Quand on zig beaucoup, on sait, c'est pour s'attirer les bonnes ondes. Voilà, dans les bonnes ondes là, en tant qu'une femme musulmane, je souhaiterais me remarier parce que c'est ce que l'islam dit en fait. Malgré tout ce que j'ai vécu, c'est vrai que j'ai perdu 2 conjoints, mais je ne suis pas la première à avoir vécu ça. Voilà, même quand on ouvre les livres, quand on ouvre le Coran, quand on ouvre la Bible, il y a des femmes qui ont vécu pire, qui ont vécu même, qui se sont remariées 6 fois. Mais Dieu les a fait grâce. Donc, je souhaiterais, Inch'Allah, trouver quelqu'un qui va me comprendre, qui saura que voilà, c'est vrai, Bambis, tu as vécu tout ça, mais je suis là pour que tu puisses mettre ta tête sur mon épaule. Voilà. C'est ça en fait. J'ai la foi. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et j'espère que Dieu va me permettre d'être heureuse une seconde fois. Alors, donc, là, vraiment, la dernière question pour le coup, c'est nous ici, on a un sujet très spécifique, enfin, un intérêt très marqué pour tout ce qui est santé mentale, le fait d'être bien dans son cerveau, dans sa tête. Est-ce qu'un jour, l'idée t'est, par exemple, passée de peut-être consulter un psychologue? Je sais que c'est vraiment, enfin, plus vu à l'Occident et tout, mais est-ce que cette idée-là t'est passée? Et si oui, est-ce que tu as sauté le pas? Et sinon, pourquoi forcément tu n'as pas encore sauté ce pas-là, quoi? Effectivement, j'ai déjà eu l'idée même de voyager. J'ai essayé, mais Dieu est avec moi. Dieu m'aime. Je dis ça pourquoi? C'est pas comme si ceux qui sont partis dans l'eau là, c'est pas que Dieu les aime pas. Dieu les aime aussi. Mais j'ai essayé un voyage avec une amie qui est partie avant moi et qui est restée dans l'eau. Elle s'appelait Sally. Du coup, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais si Dieu a fait ça, peut-être que j'aurais pu être avec elle. Mais Dieu n'a pas voulu que je sois là. Donc, je vais me concentrer. Je vais essayer de me concentrer sur ce qui est le peu que j'ai. Voilà. D'accord. Et ça, cette volonté de partir là, c'était aussi par rapport à tout ce qui s'était passé ici. Voilà, avec beaucoup de choses. Et psychologiquement aussi, souvent, tu as besoin de quelqu'un avec qui parler.
vu qu'en Afrique ici, même les psychologues, même pour voir un psychologue, même déjà, même là, ils vont te dire de prendre rendez-vous. D'abord, ils vont te faire payer même peut-être de l'argent. Et tu vas peut-être même te déplacer, aller loin. Pendant ces trajets-là, psychologiquement, si tu n'es pas bien dans la tête, que par exemple, toi, tu as une envie de suicide, ou toi, tu as une envie de peut-être c'est-à-dire autre chose. Et toi, tu dois prendre des kilomètres pour aller voir un psychologue. Pendant le trajet, là, tu risques de faire ce que tu veux faire là. Voilà, donc, c'est ça en fait. Souvent, on a besoin de parler, de se libérer. Et les psychologues sont trop loin. Voilà, Trop loin, donc pas assez c'est difficile de... Surtout en Côte d'Ivoire ici, c'est difficile de parler à un psychologue. Souvent, tu te confies à quelqu'un aussi que tu regrettes après. Voilà, c'est ça qui est dommage. Merci, Bambis. Merci pour ce Je vous moment en très prie. fort, très chargé en émotions. On est touché, hein, parce que vous avez une histoire, comme je l'ai dit, qu'on connaît. Donc, on va essayer de retranscrire ça vraiment au mieux. Au mieux, pour que des femmes qui sont comme vous, mais qui n'ont pas le courage, en fait, d'en parler, qui restent dans leur chambre pour, en fait, pleurer dans leur coin, elles puissent savoir qu'elles ne sont pas seules, en fait. Qu'il y a des femmes comme elles. Après, pour ne pas vous couper la parole, après même mon émission sur la chaîne, j'ai beaucoup de femmes. En fait, j'ai senti que les femmes ont envie de parler, les femmes ont envie de s'exprimer. Beaucoup de femmes vivent ce que je vis, mais qui n'ont pas d'épaule sur qui pleurer, à qui dire. Parce que souvent, dans ton entourage, c'est difficile, en fait. Souvent, tu parles à la mauvaise personne. Tu parles à quelqu'un et puis demain, quand il y a un petit truc, la personne te rejette ça. Et c'est très douloureux. Voilà. Et on a besoin, en Côte d'Ivoire ici, on a besoin des femmes psychologues à qui, souvent, quand on a envie de parler, on a envie de... On nous parle des centres sociaux, comme on dit. Mais il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de femmes là-bas à qui tu pourras aller t'asseoir et puis te vider. Vider tout ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas seulement le côté le mari est parti. Souvent, il y a des femmes même qui en ont besoin, en fait. Il y a des femmes au foyer même souvent qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, de faire sortir beaucoup de choses. Et c'est dommage, ça n'existe pas. Il n'y en a pas ici. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir souligné parce qu'en Côte d'Ivoire, on a un gros problème. On le voit chaque 2 semaines, il y a toujours des gens qui vont se mettre sur le pont et tout, parce qu'il y a un vrai problème de santé mentale en Côte d'Ivoire que personne ne règle. Voilà. Donc voilà, c'est aussi notre manière de soulever ce problème-là. Voilà, merci en tout cas, encore une fois, Bambis, d'être venu, de nous avoir partagé ces moments et on reste en contact. Merci de partager parce que ça me fait plaisir aussi d'être là, d'avoir passé ce temps-là avec vous. Ça m'a permis de dégager encore tout ce qui était dans mon cœur et ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie.